Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de ce mercredi 7 juin sur Martinique la Première. À la une ce soir, les conséquences de la cyberattaque qui paralyse les systèmes informatiques de la CTM. Le paiement de plusieurs prestations sociales n'a pas pu être effectué en début de mois. Un groupe de hackers a revendiqué l'opération. On ne connaît pas le montant de la rançon réclamée à la collectivité. La fin de l'attente pour les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation. Plus de 75% des inscrits à la plateforme Parcoursup auraient déjà reçu une réponse positive et sont donc acceptés dans au moins une formation. Les autres doivent s'armer de patience et attendre qu'une place se libère, souvent dans une certaine angoisse, comme nous le verrons. Dispose-t-on des mêmes chances et des mêmes opportunités que l'on grandisse à Didier ou à Volga-Plage? Une étude réalisée en ce moment par des étudiants du campus doit permettre de répondre à cette question. L'enquête se penche en effet sur les possibles discriminations dont seraient victimes les habitants des quartiers dits prioritaires de Fort-de-France. Le choc en Guadeloupe depuis l'annonce d'un nouveau décès imputé à un airbag défectueux. Un homme de 26 ans aurait donc été tué lors de l'explosion de ce dispositif de sécurité dans l'habitacle d'une Citroën C3. Le véhicule devait faire l'objet d'un rappel chez le constructeur. Les parents de la victime portent plainte. Et enfin, la désillusion des volleyeurs du rayon de Petitance. Les Martiniquais se sont inclinés aujourd'hui en finale de la Supercoupe fédérale à La Réunion. Ils n'ont rien pu faire face aux Réunionnais du Saint-Denis Olympique Volleyball, manifestement mieux préparés. Des milliers de documents internes de la CTM se retrouvent sur le dark web. Un groupe de hackers baptisé Risidia a revendiqué hier la cyberattaque qui paralyse donc le fonctionnement des services depuis maintenant 3 semaines, avec des conséquences notamment sur le paiement des prestations pour les personnes âgées ou handicapées. Les bénéficiaires n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Cécile Mar avec Aurélie Treuil. Un gang au nom de Scolopendre. C'est le groupe Risida qui a revendiqué hier soir la cyberattaque contre la collectivité territoriale. Un groupe qui, selon les spécialistes de cybersécurité, n'en serait qu'à sa 4e attaque, mais qui aurait déjà publié sur son site tous les fichiers de la CTM. Le problème, c'est que les conséquences commencent à se faire sentir. Alain Alerte est président de l'association Lyonnage Autisme. C'est la panique parmi les parents qui perçoivent d'habitude la prestation de compensation handicap, PCH. Bonjour, qui a reçu la PCH? Quelqu'un ne répond rien, ni bourse du collège. Un autre parent répond rien. Un autre parent répond toujours bonjour, rien non plus. Les prestations devraient être versées depuis la fin mai et elles forment une très grosse part dans le budget des familles. C'est une situation catastrophique, on va dire ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas reçu leur PCH qui devait déjà être viré. Et ils ont des dettes, ils ont des obligations sanitaires, des soins pour leurs enfants, et sans argent, on ne peut rien faire. La somme qui est versée n'est pas mise en bolotte. Donc, quand vous avez fait vos dépenses là, et vous attendez l'arrivée de la prochaine échéance, et que vous n'avez rien, vous êtes au bord de la faillite, au bord de la crise. La CTM s'est exprimée cet après-midi. Ses responsables affirment que toutes les prestations ont été payées, mais que la situation ralentit le traitement. Ce que je peux vous demander, c'est que ces personnes, par votre entremise, que ces personnes signalent leur situation. Mais là, aujourd'hui, le travail que nous avons fait, c'est verser ces prestations. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'elles ne le sont pas, puisque nous faisons ce travail. Les procédures sont les mêmes, elles sont adaptées au fait que l'informatique ne soit plus notre véhicule de transmission de relations entre nous et les usagers, mais nous continuons à travailler. La CTM communique au compte-gouttes sur cette affaire. Elle affirme n'avoir pas reçu de demande de rançon. Il n'y a pourtant aucune honte à être victime d'une cyberattaque. Elles sont un fléau très moderne qui prend de plus en plus d'ampleur, comme le confirme Cédric Pradel, directeur de l'Agence caribéenne de la cybersécurité. Je vais citer tout simplement une déclaration du général Boger, qui est le général commandant dans le cyberespace, qui a déclaré le 23 mai dernier que toutes les collectivités devaient se préparer à être attaquées. L'idée qui était véhiculée principale, c'était pas de se demander est-ce que l'on allait être attaqué, mais c'est quand. Maintenant, c'est pas quand, c'est vous allez être attaqué. Donc, à mon sens, effectivement, dès lors que l'on part de ce constat-là, de ce constat, la question c'est si je suis attaqué, comment je réagis? L'Agence caribéenne de cybersécurité a été installée en 2022 en Guadeloupe. Elle estime qu'au moins une quinzaine de collectivités ont été attaquées depuis un an aux Antilles-Guyane.
Quant aux prestations, elles sont en cours d'être réglées selon un communiqué publié cet après-midi donc par la CTM. Cette alerte aux allergies chez nous. Depuis quelques jours, les patients se bousculent dans les salles d'attente des cabinets spécialisés. En cause, la persistance du pic de pollution qui traverse la région avec son lot de particules fines. La saison dite de la brume de sable s'étend d'avril à septembre et a tendance à rendre malades les personnes les plus fragiles. Catherine Gagné-Cléon avec Stéphane Petitfrère. Bonjour. La première consultation d'une longue série sur la journée liée directement à la brume de sable. Cette mère et son fils, au terrain allergique, en subissent les conséquences directes. Surtout le nez qui coule, les yeux qui grattent davantage. Ce sont des particules fines qui sont minérales. Donc, il y aura un phénomène irritatif, mais il faut aussi savoir que ça va exacerber les symptômes de l'allergie. Et les symptômes seront différents en fonction de la personne et en fonction de la sensibilité de la personne. Cette brume est la plus longue et la plus dense depuis le début de l'année. Ici, à peine visible à l'œil nu, mais plus loin, un nuage de particules fines concentrées associées aux autres polluants, un cocktail dangereux pour les plus fragiles. Ces particules minérales, mais en fait, elles vont servir aussi d'accroche, de support à d'autres particules qui sont émises sur notre territoire. Donc on peut avoir des concentrations plus élevées en milieu urbain notamment, puisque à ces particules minérales vont se rajouter d'autres types de particules, notamment liées au trafic routier, aux industries, au brûlage, etc. L'air sera plus respirable demain, mais les polluants de notre quotidien ne disparaîtront pas, à moins d'une action humaine volontaire. De pollution pourrait aussi expliquer en partie le pic de chaleur que nous rencontrons en ce moment. Les températures restent très élevées, y compris la nuit. Précision d'Alain Muslec de Météo France, toujours avec Catherine Gagné-Cléon et Stéphane Petitfrère. On a une impression d'atmosphère très laiteuse, de brume. Donc en particulier, ça a la faculté d'empêcher le refroidissement nocturne. Donc, et c'est ce qu'on observe actuellement, on a des nuits avec des températures un peu moins basses que d'habitude. Donc on a l'impression qu'effectivement on étouffe un petit peu la nuit. C'est en particulier lié à ces particules de sable. Et donc on a des températures moyennes au cours de la journée qui sont également plus élevées parce qu'on a des nuits un peu plus chaudes et des journées qui ne sont pas plus chaudes. Mais globalement, le ressenti sur une journée fait qu'on a des températures élevées et une humidité importante. C'est également une période plutôt trouble que traversent en ce moment les élèves de terminale. En plus des révisions du bac, ils doivent gérer la pression des incertitudes concernant leur orientation. Depuis 2018, ils sont en effet contraints de passer par la plateforme Parcoursup pour poursuivre leurs études, un système souvent générateur d'angoisse, même chez les bons élèves, comme ont pu le constater Caroline Antich-Martin et Aurélie Treuil. Reportage. Conscience, inconscience, travail, nature, culture... L'épreuve de philo de la semaine prochaine, presque une formalité pour Kezia, Gersande et Émilie. En cette période d'examen, le plus stressant pour ces 3 bonnes élèves, c'est, et de loin, les résultats de Parcoursup. La veille, les semaines juste avant l'ouverture de Parcoursup avec les vœux d'admission, là on commence vraiment à stresser, à se dire où est-ce qu'on va finir l'année prochaine, est-ce que notre dossier a vraiment plu aux écoles, surtout qu'au moment venu, donc le 1er juin, quand il faut cliquer sur connexion pour ensuite voir les résultats, là on est très stressé. Si Émilie a eu plusieurs réponses positives, elle a dû attendre 5 jours pour celle qu'elle espérait, le BUT technique de commercialisation. Ouais, super. 8% de taux d'accès, j'ai été prise. Trop bien. Satisfaction également pour Gersande, acceptée dès le 1er juin en école de commerce à Lille. Fin de l'angoisse donc pour la jeune fille qui s'interroge néanmoins sur le processus de sélection. On ne comprend pas trop sur quels critères ils évaluent notre niveau, si ce sont nos notes, nos lettres de motivation. Enfin, on ne sait pas trop. Enfin, par exemple, sur TikTok, j'ai vu une fille qui a posté sa lettre de motivation. Et en fait, sa lettre de motivation comprenait une recette de cuisine.
Et donc, elle a été quand même acceptée. Et les réseaux sociaux regorgent d'anecdotes similaires, de quoi entretenir la frustration. Malgré ses bons résultats, Kezia n'a pas été prise dans la formation de son choix. Heureusement, elle a finalement opté pour des études au Canada. Moi, je trouve que c'est pas un système très égalitaire parce qu'au final, tu te donnes toute l'année, tu travailles. Et au final, on voit que même si tu as une super moyenne, tu es dans le classement dans ta classe, au final, tu es quand même en liste d'attente où tu peux être refusé. Heureusement, encore une fois, que j'avais des écoles hors Parcoursup et j'ai quand même été acceptée dans d'autres formations. Mais c'est clair qu'en fait, on n'est jamais sûr de rien, même si on se donne les moyens, en fait. S'il y a parfois des ratés, reconnaît le rectorat, Parcoursup, affirme-t-il, ne laisse personne sur le bord de la route. Nous avons effectivement quelques jeunes qui sont en attente de propositions ou qui n'ont pas eu de propositions. Et là, nous avons mis tout en œuvre. J'ai mobilisé les services pour qu'on puisse continuer à les accompagner, ces jeunes-là, pour qu'ils puissent formuler de nouveaux vœux, puisque nous avons bientôt, à partir du 15 juin, la phase complémentaire qui débute. Donc, ils peuvent à nouveau formuler des vœux et les accompagner aussi sur d'autres projets. Peut-être qu'ils ont envie de faire autre chose. Cette année, 3200 Martiniquais ont candidaté via Parcoursup. 78% d'entre eux intégreront une formation à l'issue du processus d'admission. Et à présent, une question sociétale de la plus haute importance. Les populations des quartiers prioritaires de Fort-de-France sont-elles victimes de discrimination ? Et si oui, de quelle nature? Ce sont donc les principales interrogations auxquelles doit répondre une étude commanditée par la préfecture. Elle est réalisée sur le terrain par de jeunes étudiants de l'Université des Antilles, accompagnés par leur enseignant-chercheur. Et ces conclusions devraient être connues avant la fin de l'année. Stéphanie Octavia, Guillaume Fraissinet. Nous sommes au quartier Hauts-de-Dillon à Fort-de-France. Nicolas Lamique, enseignant-chercheur, et les 3 étudiants qui l'accompagnent vont à la rencontre des habitants de ces immeubles pour les questionner sur les discriminations, à condition que les portes s'ouvrent. Sur leur tablette, un questionnaire d'une quinzaine de minutes qui devrait leur permettre de cerner le type de discrimination rencontrée, leur fréquence, leur impact. Est-ce qu'au cours des 5 dernières années, vous pensez avoir subi des traitements inégalitaires ou de la discrimination ? Non. Est-ce que vous pensez que par rapport aux hommes, les femmes subissent des traitements inégalitaires ou de la discrimination en Martinique? Ah oui, en Martinique. Vous pensez que ça arrive souvent ou parfois? Souvent. On fait des enquêtes sur la Montagne, le Robert, Sainte-Marie et Fort-de-France. À Sainte-Marie, pas de problème, il n'y a pas de discrimination par là. Mais c'est vrai que sur Fort-de-France, il y en a qui sont conscients, qui se rendent compte des difficultés et des discriminations auxquelles ils peuvent être confrontés. De quel ordre, par exemple? Ce sont surtout des discriminations soit de sexe, le fait d'être une femme ou le fait d'être un homme, ou bien des discriminations peut-être liées dans les administrations, tout simplement. Ils trouvent qu'ils sont parfois mal reçus et tout, mais ils ne vont pas penser que c'est à cause d'eux, ils vont surtout dire que c'est l'incompétence des administrations. L'État a déterminé 25 critères de discrimination interdits par la loi. Le questionnaire rédigé par l'enseignant-chercheur à la tête du projet s'en est inspiré. Nous visons à travailler avec un échantillon de 2000 questionnaires, de recueillir 2000 questionnaires sur le terrain, de façon à avoir un échantillon cohérent et robuste et qui nous permette d'avoir des données solides pour pouvoir mener un diagnostic des discriminations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'enquête devrait se poursuivre encore quelques mois avant la remise d'un rapport à la préfecture en décembre 2023. L'actualité dans la région dominée par la situation en Haïti, les agences des Nations Unies se mobilisent ce soir pour assister les zones sinistrées par les intempéries et le tremblement de terre d'hier matin à Jérémie. Le bilan toujours provisoire est de 51 morts dans les inondations et de 4 victimes liées au séisme. Des catastrophes qui viennent aggraver l'insécurité alimentaire dans le pays et qui ravivent également la menace d'une épidémie de choléra. Écoutez la réaction du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. L'ONU est prête à travailler avec les autorités haïtiennes et d'autres partenaires pour aider à soulager les souffrances des personnes dans le besoin en raison du tremblement de terre et bien sûr l'autre catastrophe naturelle,
les inondations et les glissements de terrain que nous avons vus ces derniers jours. Nos collègues disent que l'insécurité persistante et les dommages aux routes entravent les efforts des secours. Le Bureau des affaires humanitaires travaille avec l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation internationale pour les migrations pour soutenir les communautés autour de la capitale Port-au-Prince qui ont été les plus durement touchées. Le PAM est prêt à distribuer quelques 350 000 repas chauds et d'autres aides à ceux qui en ont le plus besoin. Traduction assurée par Michel Jande. Un drame qui semble se répéter en Guadeloupe avec ce nouveau décès imputé au déclenchement inopiné d'un airbag quelques jours après la mort d'une conductrice. Un homme, cette fois de 26 ans, a lui aussi perdu la vie à bord d'une Citroën C3. Ses parents ont décidé de porter plainte. Marilyn Plaisir, Olivier Duflo. Ils sont terrassés par la douleur, mais ils veulent sortir de l'ombre et briser le silence. Leur fils Tristan a perdu la vie à bord de son véhicule. C'était il y a exactement 3 semaines. On sait qu'il y a eu un choc, oui, il est rentré dans une voiture. La personne qui le précédait a été interrogée par la police, mais n'a pas compris ce qui se passait parce qu'il n'a pas senti un choc très violent. Il n'a pas été blessé, rien du tout. C'était à 8h du matin dans les embouteillages de la Riviera, donc il roulait pas très très vite. Les gens qui étaient sur le lieu de l'accident nous ont tout de suite parlé d'un quelque chose de perforant qui lui était pénétré dans l'œil jusqu'au cerveau. Mais un autre choc va secouer le couple. Et il a été procédé à une autopsie. Et là, on a eu la confirmation absolue que la cause de la mort de Tristan était un projectile en métal qui, de toute vraisemblance, mais là les rapports d'expertise le diront de façon officielle, mais de toute expérience, c'est un morceau de métal qui a été projeté par son airbag. Voici la voiture de Tristan, le lendemain de son achat. Le jeune homme était le 3e propriétaire d'une Citroën C3, âgé de 11 ans. Et chez les Guérins, la campagne de rappel du constructeur n'était pas vraiment dans les esprits. À l'époque où elle a eu lieu, on n'était pas acheteur Citroën, on n'était pas possesseur de Citroën. On a entendu sûrement, mais pas le souvenir, cette information-là. Et 6 mois après, on a acheté une Citroën. Bon, on n'a pas fait de... Personne ne nous a dit, attention, C3, c'est pas génial. J'ai rentré le numéro du véhicule. Évidemment, voilà, ce qui est tombé, c'est il faisait partie de la liste des voitures qui devaient être... Le véhicule d'occasion de Tristan, passé entre les mailles du filet. Et voilà ses parents partis en croisade pour sauver des vies. On ne comprend pas que quand on sait que ces voitures ont tué, ou ces airbags ont tué, on ne comprend pas que la mobilisation ne soit pas faite. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, je sais pas, préfectorale, qu'elle soit... On ne comprend pas. La famille a porté plainte pour homicide involontaire. Le véhicule sous scellé n'a pas encore été expertisé. Bruno et Muriel Guérin vont devoir s'armer de patience avant les résultats d'une expertise qui va déterminer les responsabilités. Il reste maintenant à savoir si des véhicules concernés par cette campagne de rappel circulent chez nous. La Martinique qui défend son statut de réserve de biosphère face aux représentants de l'UNESCO. C'est grâce à nos atouts touristiques, mais aussi et surtout à nos activités écologiques et de développement durable que nous avons pu intégrer ce programme mondial. Et selon les membres de l'UNESCO actuellement en visite chez nous, notre île dispose de tous les atouts pour conserver ce label. Franck Zozor, Patrick Jean-Guiteau. Une conférence de presse des membres de la réserve mondiale de biosphère. À l'image des représentants de la France. À leur côté, la représentante de la Martinique. Depuis le 15 septembre 2021, la Martinique, dans sa totalité terre et mer, a reçu ce label de l'UNESCO. Après plus d'1 an, ils sont en Martinique pour faire un premier bilan de cette appellation que nous avons obtenu pas seulement grâce à nos paysages, mais aussi grâce à un projet de mode de vie, un projet économique autour du développement durable. Reste encore à convaincre les autorités et certains acteurs économiques du bien fondé de cette démarche tournée vers l'environnement. Là, il faut le souhaiter. N'oubliez pas que nous sommes une toute jeune réserve de biosphère. Nous commençons à peine à marcher. Nous avons 1 an et demi et qu'il nous a fallu du temps pour mettre en place la gouvernance. Donc ça, c'est une première chose. Je vous répondrai, l'avenir le dira et je crois fermement à cet avenir.
Les représentants de la réserve mondiale biosphère n'ont pas de pouvoir de police ou encore législatif. Ils ne peuvent que constater les choses qui vont bien, comme par exemple les projets économiques autour du développement durable, et puis celles qui vont moins bien, comme l'exploitation de certains sites touristiques au détriment de la nature, des touristes en grand nombre qui vont nager au marché sur des sites de ponte de tortue, un animal protégé, ou encore ces voiliers qui refusent de s'amarrer dans des espaces qui leur sont pourtant réservés. Et l'idée, c'est effectivement de mieux prendre en compte l'ensemble des caractéristiques de l'île et de respecter au mieux les ressources naturelles, la biodiversité, avec énormément de défis. On le sait, des pollutions, des activités qui peuvent être dommageables pour la biodiversité, y compris en termes d'agriculture, en termes de tourisme, en termes de transport. Et il faut que les autorités, les différentes autorités présentes ici, se parlent pour rechercher avec les acteurs les bonnes solutions. C'est ça le sens de la réserve de biosphère. C'est travailler de manière collective à un projet de durabilité pour l'île. Outre le développement du tourisme responsable, l'une des prérogatives de ce label, c'est la recherche scientifique. Les autorités devront promouvoir des activités autour de la valorisation des algues sargasses, mais aussi autour de notre culture traditionnelle. Allez, place au sport. Ils sont passés à côté du sacre. Les joueurs du rayon de Petitance se sont inclinés face aux Réunionnais du Saint-Denis Olympique en 3-7 lors de la Supercoupe fédérale ultramarine de volleyball. Un match que vous avez pu suivre en direct ce midi sur nos antennes. À domicile, les Réunionnais étaient tout simplement trop forts. Raphaël Luce. C'était le choc des champions. Habitués à ce genre de rendez-vous, les Arlésiens en jaune et noir savaient à quoi s'attendre. Après leur première confrontation remportée en phase de poule, les Réunionnais partaient avec un bel avantage. Le gymnase de Saint-Leu à guichet fermé était quasi certain que le spectacle serait au rendez-vous. Dès le début du match, on a pu voir les forces en présence. Avec beaucoup de maîtrise, les Dionysiens survolent ce premier set 25-13. C'est pas passé parce qu'on a beaucoup dépensé aux deux premiers sets. On a essayé de réorganiser au troisième. Ça a marché, mais je pense que la fatigue était là, mais ils étaient meilleurs que nous. Prêts à tout, les hommes de Manuel Didin reviennent tambour battant. Mais ça n'empêche pas Barouf et ses coéquipiers de remporter le deuxième set 25-19. Diminué mais pas rassasié, le rayon de Petitance veut éviter une lourde défaite et cette solidarité arlésienne s'illustre très vite. Ils arrachent le troisième set 32-30. Voilà, une balle haute. Hey, c'est attaqué. Bousculés, les coéquipiers de Victor Castori savent que cette finale se joue au mental et ont su se ressaisir au bon moment pour remporter ce quatrième set 25-19. C'était un petit peu dur, on commençait à être un peu fatigué. Heureusement, on a réussi à faire tourner toute la compétition. Du coup, on a réussi à avoir des forces, des joueurs qui étaient en forme le dernier soir pour aller chercher cette finale. Les Réunionnais du Saint-Denis Olympique remportent donc la première édition de la Supercoupe fédérale ultramarine. Le rayon de Petitance tentera l'année prochaine d'inscrire son nom au palmarès de cette compétition. Et prenons la direction de La Rochelle, où les élèves du Lecta de Croix-Ravaillac ont fait une arrivée remarquée. Ce matin, les lycéens et leurs encadrants ont mis leur yole ronde à l'eau. L'occasion de peaufiner les derniers réglages avant le défi qui les attend demain, faire le tour du fameux Fort Boyard en yole. On voit cela avec Sanga Fagour et Emmanuel Morel. Lorsque la reine de la navigation martiniquaise côtoie un géant de la voile moderne, Imoca Maître Coq 5, successeur du dernier vainqueur du Vendée Globe, aux côtés de l'aïeul de l'association Bois Viré. Une rencontre improbable au large de La Rochelle. Ce matin-là, les 11 élèves du Lecta de Croix-Ravaillac retrouvent leur embarcation. Après un long voyage et malgré une courte nuit, ils vont pour la toute première fois s'entraîner sur le plan d'eau de La Rochelle. Je me sens bien. J'ai quelques craintes parce que l'eau est super glacée. Mais ça va aller. Pour une première, je pense que ça va aller. Je me sens au top de la forme. Je suis très en forme pour aller pour faire le premier entraînement avant La Rochelle. Mais avant de prendre le large, il faut mettre la gueule à l'eau, 500 kilos portés à bout de bras. Et si en Martinique l'opération se fait en général sur le sable, ici le bitume du port de La Rochelle interdit tout faux pas.
C'est très délicat, nous sommes obligés d'utiliser des atterrisseurs, comme vous avez pu voir, c'est en ciment. Donc on sera obligé d'utiliser des pneus pour pouvoir maintenir notre embarcation. Mais on arrive à pallier les petits soucis, comme on a l'habitude en Martinique. On se retrouve souvent confronté à ce genre de situation. Donc on sait comment s'y prendre, donc ça va. Une navigation d'autant plus importante qu'elle va permettre de prendre ses marques avant le défi de demain. Pour les gamins, il y a l'excitation de la première navigation, l'eau est très fraîche. Donc voilà, il faut prendre aussi les repères dans le port, puisque c'est là qu'on sera basé, comment on va sortir, comment on va se placer. Et puis bon, les premières sensations de glisse sur l'eau. Voilà. Les conditions de navigation également ? Ouais, aujourd'hui elles sont belles. Donc ça devrait ressembler à ce qu'on est censé avoir demain. Donc ça nous donne des bonnes indications pour demain. Demain après-midi, l'équipage part à la conquête du Fort Boyard. Un défi inédit pour une yole bien décidée à rayonner au-delà des eaux martiniquaises. Et enfin, je vous propose de retrouver un pianiste aussi talentueux que méconnu sur la scène de Tropic Atrium en concert. Donc Georges-Édouard Nouel, il est l'invité du clavier d'un retour au pays natal demain soir. Ce proche de Marius Cultier, enfant des terres Saint-Ville, a sorti un album, c'était en 1975, avant de s'envoler pour Paris, où il vit encore aujourd'hui. Et cela fait 30 ans qu'il ne s'est pas produit chez lui en Martinique. Corinne Jean-Joseph et Guillaume Fraissinet l'ont rencontré aujourd'hui en pleine répétition. Regardez, écoutez. Clavier, ou plutôt piano, d'un retour au pays natal quitté il y a 30 ans, note de nostalgie. Je vois tous les orchestres de Fort-de-France à l'époque, Caribbean Boy, et il y avait plein d'orchestres en Fort-de-France, le papa d'Alex Bernard, les frères Bernard, tout ça. Il y avait des orchestres, j'ai joué avec tous ces orchestres quand j'étais jeune, j'ai joué avec tous les vieux. Il y a plus de 70 ans, c'est au Terre Saint-Ville qu'il joue ses premières notes, aux côtés d'un autre monstre sacré. Je suis né à la Fontaine-Roosevelt, juste là, c'est là que je suis né. Et Marius est né là aussi. Beaucoup de gens parlent de Marius, nous machin à droite, à gauche, mais je ne sais pas si Marius comment connaître lui. Parce que j'ai grandi avec lui, on a joué au football dans la rue, il goûtait chez mes parents, je goûtais chez ses parents là. Donc, et puis donc il m'a certainement influencé aussi, parce que quand il jouait du piano, j'allais à l'école de Terre Saint-Ville, j'étais à l'école primaire, que je passais, puisque je passais là à côté, il est bien regardé, et puis après je rentrais. À partir de 9 ans, c'est là que j'ai eu le piano à la maison, à partir de 9 ans, puis je commençais à écouter ce Maurice faisait, pas de cas vidéo, c'est répété, mais comme ça, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Retour au pays natal et des retrouvailles d'amis perdus de vue depuis plus de 30 ans. Ce qui nous accroche entre musiciens, c'est la sensibilité des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec des musiciens sans vraiment être accroché par sa sensibilité. Et à d'autres musiciens, c'est la fusion. C'est la fusion. Et avec Georges, c'était la fusion. Accueillir Georges-Édouard Nouel près de 30 ans après son dernier concert à Martinique, c'est une manière de lui rendre hommage. Rendre hommage à un grand musicien martiniquais, autodidacte, reconnu par ses pairs, qui a une carrière internationale, qui est l'un des précurseurs du piano, de cette école du piano martiniquais, le vocabulaire du jazz, mais aussi avec le vocabulaire de leur musique caribéenne martiniquaise. Et Georges-Édouard Nouel est un grand monsieur, et c'est vraiment une manière de lui rendre hommage. Donc j'exprime ce que j'ai en moi, mais la façon dont le public, celui qui est en face, le reçoit, je ne sais pas. À chacun sa façon de recevoir les trucs. Un retour au clavier pour une musique métisse. Voilà, quelques accords de jazz du grand Georges-Édouard Nouel. Donc pour refermer votre journal local et régional, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Ce sont les conséquences de la cyberattaque qui paralyse les systèmes informatiques de la CTM. Le paiement de plusieurs prestations sociales n'avait pas pu être effectué en début de mois. Il serait en cours de régularisation ce soir. Un groupe de hackers a revendiqué l'opération. On ne connaît pas le montant de la rançon réclamée à la collectivité.
N'oubliez pas vos rendez-vous d'infos en radio. Demain matin, 6h45, l'édito de Jean-Marc Party. 7h, le journal avec Christine Cupit. Et 7h18, Sazot Kadi, invité de Bertrand Caruche. Demain, Charles Mars, président du collectif des entreprises vauclinoises, au sujet d'un projet d'installation d'un centre commercial dans la commune. Restez avec nous pour notre tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. C'est dans quelques secondes. À tout de suite.